Second volet de la conférence de Copenhague, l'énergie. Un problème soulevé en raison des événements du Proche-Orient et aussi d'une prise de conscience des lacunes européennes en matière de politique énergétique. C'est un peu, mais en plus grave, ce qui s'est produit il y a quelques mois pour les protéines. L'Europe s'était aperçue, mais un peu tard, qu'elle dépendait trop de l'extérieur, en l'occurrence des États-Unis, pour l'alimentation de ses animaux. Pour le pétrole, pour le gaz naturel, c'est surtout des pays arabes que nous dépendons. Il faut donc, d'une part, avoir un dialogue et une politique économique avec ces pays, et d'autre part, envisager l'avenir, l'épuisement progressif des ressources naturelles. Des décisions importantes ont été prises pour réaliser un véritable marché commun de l'énergie. Oui, l'Europe de l'énergie, jusque-là, on en parlait beaucoup, mais on y croyait peu. Eh bien, elle a peut-être vu le jour hier soir, dans la soirée, à Copenhague. Dans le texte sur l'énergie, un texte de 3 pages publié à la fin du sommet, figurent en effet 3 points essentiels qui concernent aussi bien l'immédiat que le moyen terme. Premièrement, face à la crise du pétrole dont chacun reconnaît les dangers, la communauté va s'organiser. À cet effet, les chefs d'État et de gouvernement ont chargé la Commission européenne d'agir vite. Avant le 15 janvier prochain, la Commission de Bruxelles devra faire un bilan complet de la situation dans la communauté et devra examiner les répercussions actuelles ou prévisibles de la pénurie sur l'emploi, sur les prix et sur la production. Avant le 31 janvier, des propositions concrètes devraient être faites pour que les 9 prennent avant le 28 février, donc très vite, des mesures concrètes de restriction de la consommation d'énergie. Il ne s'agit pas, M. Jobert l'a indiqué il y a un instant, de répartir les sacrifices comme certains le demandaient, mais chaque pays membre va apporter sa propre contribution en prenant des mesures qui correspondent à sa situation nationale. Le second point est tout aussi fondamental. L'Europe va rechercher de nouvelles sources d'énergie. Jusque-là, les 9 travaillaient en ordre dispersé. Ils vont maintenant coordonner leurs efforts. C'est ainsi que la communauté va se doter d'une capacité propre d'enrichissement de l'uranium. Il y a, on le sait, 2 techniques concurrentes. Elles seront désormais poursuivies de manière concertée. L'Europe dépend actuellement, on le sait, aux 3/4 du pétrole arabe. Elle ne veut pas, dans 20 ans, dépendre de l'uranium américain. Et puis, il y a le troisième point fondamental. Il concerne les relations avec les pays producteurs. Il ne s'agira plus seulement d'acheter du pétrole et de vendre des machines. Pays producteurs et États consommateurs européens vont coopérer désormais d'égal à égal. Les producteurs bénéficieraient d'investissements qui assureraient leur développement et ils apporteraient en contrepartie à l'Europe un approvisionnement stable. Déjà en Europe, la France et l'Italie se sont engagés dans cette voie. La France serait d'ailleurs, selon notre confrère Paris Match, sur le point de conclure avec l'Arabie saoudite un contrat fabuleux qui lui assurerait 800 millions de tonnes de pétrole pour les 20 ans à venir, soit 7 fois environ la consommation annuelle de notre pays. Le premier contact de Copenhague aura donc fourni aux Européens et aux Arabes l'occasion d'ouvrir le dialogue. Les 4 émissaires arabes ont jugé la discussion constructive. Le pétrole, ont-ils dit au cours d'une conférence de presse tenue hier après-midi à Copenhague, est dans l'immédiat une arme. Il sera bientôt un instrument de coopération. Écoutez à ce sujet M. Bouteflika, ministre algérien des Affaires étrangères. Le monde arabe, historiquement et géographiquement, entretient des relations pour le moins importantes avec l'Europe. En temps utile, nous avions tendu une main cordiale et compréhensive à l'égard de ce que l'on appelle communément le vieux continent, en vue de créer les conditions d'une coopération à court terme, à moyen terme et à long terme. Et déjà, au niveau des forces montantes, l'Afrique, par exemple, en tant que continent tout entier, à travers l'Organisation de l'Unité africaine, la Ligue arabe, en tant qu'organisation réunissant tous les États arabes indépendants, sont en train de mettre au point des modalités de coopération qui puissent créer un axe stratégique suffisamment important pour présenter à l'Europe un partenaire de choix, de poids et de qualité. Je crois qu'aujourd'hui, à Copenhague, de même qu'hier, notre dialogue a commencé à faire réfléchir les Européens à la fois sur le rôle qui doit être le leur naturellement, et nous les soutenons pour qu'ils puissent jouer ce rôle dans les règlements des affaires mondiales,
Par ailleurs, et du même coup, nous avons essayé de dégager les premières idées sur la possibilité de travailler ensemble pour que, enfin, tous les peuples de la région du Moyen-Orient puissent avoir leur patrie, une patrie sûre et reconnue.